Hey, what's up, Trusties? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Si tu connais pas déjà ce podcast, bah déjà, welcome. Dans ce podcast, on ose aller à la rencontre de qui on est vraiment. On ose prendre un risque, faire un pas de côté et dire fuck le plan. Parce qu'on sait que, au final, ça se passera jamais comme on l'avait prévu. Donc on préfère Trust le Process. Et comme on vit tous à peu près les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes échecs, les mêmes remises en question, bref, les mêmes what the fuck du quotidien, viens, on en parle sincèrement. Comme ça, on s'inspire les uns des autres. Et dans cet épisode, c'est la suite en fait du premier, de la mini-série sur l'échec. J'avais envie de prendre le problème à l'envers. Je vous avais dit, trust tes erreurs. Aujourd'hui, je vous dis, don't trust tes succès. Parce que l'angle est un peu différent. Et c'est celui que j'ai décidé de suivre pour cet épisode-là. Et comme une fois n'est pas coutume, je vais d'abord commencer par vous parler de la vie des gens qui m'inspirent, puis vous raconter une partie de mon histoire. Un échec vraiment cuisant qui, si je suis sincère avec toi, me laisse encore des séquelles aujourd'hui. Mais je t'en parle juste après. Plein de grilles de lecture philosophique pour l'échec. On commence cet épisode avec Nietzsche. L'échec pour faire tomber le masque et devenir qui l'on est vraiment. C'est ça la philosophie nietzschienne. Heureusement que les philosophes sont là pour nous rassurer en vrai, parce que c'est souvent eux qui ont vécu des vies d'échecs. En particulier Nietzsche, entre la maladie, la démence, troubles bipolaires, psychose, l'isolement, rupture avec sa famille, embrouille avec ses amis Wagner et Schopenhauer. Beaucoup d'échecs perso, Nietzsche. Il a raté un concours pour être prof de philo, alors c'est ce qu'il voulait vraiment être. Ce qui est quand même génial quand on y pense. On se dit, bon, si Nietzsche n'est pas devenu prof de philo, ça va en fait, on est large. Il a été prof de lettres, donc grec et latin pendant 10 ans, puis il s'est fait TEJ, donc encore un échec. Échec universitaire en plus. Et ce qui est drôle, non, c'est super triste, miskin quoi. Il a fait 2 demandes de mariage ratées. À chaque fois, les meufs lui ont dit non, mais genre non catégorique quoi. Imagine un peu. Donc déjà, moi, je pose le décor, on se détend. Voilà, ça va. L'échec, ça va. En fait, Nietzsche, lui, il voit pas ça comme des échecs. Souvent dans ses écrits, en fait, il relate un peu de sa vie, il prend du recul et il raconte sa vie et comment il la décrypte en fait, comment il l'interprète. Et lui, il interprète ça non pas comme des échecs, mais des remaniements volontaires. Ces échecs, en fait, sont des étapes pour se connaître soi-même, rien de plus. Savoir qui on est. Et comme je l'ai dit dans mon dernier épisode, si la réussite, elle arrive trop tôt, est-ce que vraiment cette réussite, est-ce que c'est une réussite dans un sens plus profond du terme, quoi? Qu'est-ce qu'on a réussi si on a réussi tout de suite? Et ça, c'est vraiment Nietzsche, c'est échouer pour savoir qui l'on est. Dans son œuvre Zarathustra, il dit « Deviens ce que tu es ». C'est sa famous catchphrase. Et la réalité, c'est qu'il faut souvent le temps d'une vie pour y arriver, clairement. Mais du coup, l'échec, c'est pas une étape à surmonter pour lui, mais c'est une nécessité. Elle a sa place dans le destin, elle est fondamentale. Échouer, c'est devenir qui nous sommes. Donc, c'est un peu le purpose de nos vies, quoi. C'est vraiment c'est le début et la fin. Le vrai échec, selon Nietzsche, en fait, rater sa vie, échouer, c'est justement ne pas devenir ce que l'on peut être. Ce que l'on peut devenir. C'est ça, passer à côté de sa vie, selon lui. Il dit, ça aussi c'est une autre de ses catchphrases, nous sommes pour nous-mêmes étrangers. En fait, on ne sait pas qui on est. Et pour réellement se connaître soi-même, il ne faut pas se tourner vers soi. On peut penser que, bon, je me connais moi-même, vas-y, je fais une introspection. Nope. En fait, c'est se perdre
qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Un peu par hasard, comme quand on se retrouve perdu dans un chemin, enfin on a pris des routes, bref, on n'a pas suivi le GPS parce que plus de batterie dans le téléphone, du coup on y est allé un peu au pifomètre, genre vas-y, je crois que t'es par là, puis en fait non, tu t'enfonces toujours un peu plus loin dans ton délire, t'es perdu quoi, et tu veux pas l'avouer, mais bon, tu continues, puis à un moment donné, après s'être perdu longuement, tu trouves ton chemin quoi. Puis après tu sors une phrase bateau du genre ouais mais de toute façon toutes les routes mènent à Rome, je sais pas quoi. Mais en vrai, t'étais perdu, t'étais du père. Et c'est ok, c'est cool en fait, parce que se perdre, c'est se trouver. C'est comme laisser mûrir nos instincts primordiaux en fait. Alors que si on veut devenir quelque chose de précis, fonctionnaire, savant, bon citoyen, un homme d'État, dans son œuvre, il dit posséder une maison à 28 ans, avoir des enfants et un chien. Là, on est dans une logique de réussite. Pour lui, ça, c'est de la comédie sociale. En fait, on s'éloigne de son véritable soi. C'est comme si on avait un programme à accomplir. Être dans la norme. Moi, dans ce podcast, je parle de cases à cocher, quoi. Et en fait, on se sent à l'étroit dans ces normes. Dans cette liste de caches à cocher, c'est, je veux dire, la liste, elle est claire, elle est précise, mais elle est étroite, en fait. Et pour Nietzsche, savoir qui on est, c'est avoir cet irrépressible besoin de liberté. C'est-à-dire de se dire, ok, je veux être partout, mais plus ici. Un peu comme moi dans mon taf, quoi. So sad. Non, mais vraiment, c'est de se dire, ok, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être ailleurs, en fait. Et je sens en moi, en fait, cet élan, si je l'écoute seulement. Enfin, voilà. Et du coup, je dois me dégager de cette norme, confortable, certes, mais il faut commencer par se détacher de cette norme pour se retrouver, en fait. L'image de la mue, elle est très importante chez Nietzsche. Il y a comme ce truc d'abandonner ses vieilles peaux, se détacher pour revenir à soi, en fait, se divertir pour revenir à soi, se connaître. Tout en gardant à l'esprit que on reste un étranger pour soi. Ça, c'est vraiment un truc que Nietzsche dit beaucoup. On n'arrivera jamais à entièrement se connaître, mais c'est justement ça le game de la vie, c'est de chercher à se connaître. Alors que quand on est dans ces normes, quand on a coché ces cases, qu'on est propriétaire à 28 ans, qu'on est en couple, qu'on a fait la demande, qu'après le mariage, c'est le premier enfant, puis après le chien, let's go. On veut plus jouer le jeu de la vie, en fait. On veut plus jouer le jeu de la liberté. D'où mon mantra, fuck le plan, trust le process. Le plan, c'est cette comédie sociale. C'est moi qui voulais devenir avocat pour le prestige, pour le statut, le salaire. Si je suis sincère avec toi, vraiment, j'aimais bien le droit, mais pourquoi j'aimais le droit, quoi? Parce que je savais que les débouchés, ils étaient pas trop mal derrière, quoi. Le process, lui, contrairement au plan, c'est toutes ces étapes incertaines, longues, coûteuses, de mise à nu, d'échecs, pour aller à la rencontre de qui je suis. Et comprendre enfin que je suis quelqu'un qui a, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son ADN, besoin de transmettre. Transmettre des idées, de l'inspiration, des connaissances, des émotions, des stories. Bref, 12 podcasts en fait. Ce podcast, c'est mon process. Mon métier, c'est le plan. Et je veux le rejeter. Et donc pour Nietzsche, ceux qui sont des échecs ambulants sur deux pattes, c'est justement ceux qui n'essaieront jamais de faire un pas de côté pour regarder leur vie et avoir conscience qu'ils ont pris un rôle qui leur a été imposé à l'avance par les parents, la société, la pression sociale, les réseaux, whatever. Et dans lequel, en fait, ils se sont tellement bien adaptés qu'ils pensent que c'est leurs envies à eux. Ils portent trop bien le costume. Et les gars, guys, on va pas se mentir, on les connaît ces gens. On les aime d'ailleurs, c'est nos amis, c'est notre frère, c'est notre daronne, la collègue Ginette, c'est ton meilleur ami. Enfin, on les voit,
en fait, jouer cette tragique comédie sociale sous nos yeux. We know, we just know, we feel it. We feel like they're just pretending. C'est du fait qu'ils font semblant. Ils font semblant d'être heureux dans leur couple. Ça pose des stories, fait des bisous à Bora Bora, enfin ça fait des demandes de mariage dans les nuages en sautant d'un avion, mais en fait ça va pas dans le couple, ils sont malheureux. On sait que le taf, franchement, c'est pas ça, alors que quand tu les entends parler, c'est de la frappe. Tu les entends te dire ouais qu'ils ont pas de problème avec l'alcool, qu'ils ont plein d'amis, alors qu'en fait ils sont tristement seuls et perdus. Et on va pas se mentir non plus sur le fait que les réseaux sociaux, c'est l'apanage de cette comédie sociale qu'on a tous déjà joué ou qu'on joue encore aujourd'hui, parfois même inconsciemment. Moi, la première, je veux dire, avant de me lancer dans ce podcast et d'étaler mes échecs au monde entier, enfin au monde entier, si seulement, si seulement mon podcast avait ce prestige-là, mais je veux dire, enfin voilà, en tout cas, de laisser une trace avec mes échecs et les pans de moi dont je suis pas le plus fière. Avant ça, avant ce podcast, ouais, mes réseaux sont lisses. Tu regardes mon profil, t'as l'impression que tout va bien, que j'ai une vie parfaite et que tout est beau dans le meilleur des mondes, quoi. Parce qu'on veut tellement se protéger de l'échec. En fait, c'est même plus subtil que ça. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on veut se protéger de l'échec parce qu'on veut se protéger de la souffrance et la douleur que ça amène. Alright. But more deeply, j'ai l'impression qu'on veut se protéger de l'image qu'on peut renvoyer d'un mec ou d'une meuf qui a échoué. Genre, en gros, ok, on n'aime pas rater, c'est chiant, on va pas, voilà, c'est chiant, c'est un sup raté. Mais pire que de rater, c'est de prendre le risque d'être un raté et de donc parler de son échec et d'être vu comme un raté. I don't know if I'm being clear, mais ouais, j'ai l'impression que, en tout cas moi, j'ai plus peur de qu'on m'associe à mes échecs et qu'on me dise elle c'est une ratée que de mes échecs intrinsèquement en fait. Et donc on fait tout pour montrer sur les réseaux qu'on est en train de réussir notre vie. Alors que si j'étais vraiment une fervente pratiquante de la philosophie nietzschéenne, pour lui, la personne héroïque, c'est celle qui a l'urgence de bousculer les normes. C'est le outsider. C'est le outsider qui n'adhère pas aux normes. Qui dit, encore une fois, hein, fuck le plan, trust le process, quoi, en fait. De choisir l'inconfort, mais la liberté, c'est être un héros pour Nietzsche. Un outsider. Et Nietzsche dit surtout quelque chose, voilà, dont j'espère, on va débattre ensemble. Il dit qu'en fait, réussite et échec, c'est tout à fait relatif. Enfin, voilà, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Il faut sortir de cette dichotomie-là. Tout n'est qu'expérimentation. Donc il n'y a pas d'un côté le bien, le mal, la réussite et l'échec. La vie n'est qu'une succession de tentatives, d'expériences. Donc en fait, même quand tout va bien, donc même quand on réussit, entre guillemets, il faut continuer d'expérimenter. Parce que si on ne se met pas en danger, finalement, qu'importe les réussites si elles nous endorment, si elles sont définitives. Parce que si on s'endort dans nos réussites, la conséquence, c'est, en fait, après, c'est une série de petites démissions. On a son appart, on a son argent, on est dans un couple, voilà, on le questionne pas trop, enfin, on n'est pas bien, mais on n'est pas mal, enfin, voilà. Et ça fait quoi? Ça nous endort, ça nous engourdit, et c'est là que la volonté s'affaisse. On n'a plus envie. On n'a plus la volonté de vivre grandement. Voilà le résumé de l'échec selon Nietzsche. On devient mou. Mou.
c'est ce qui m'amène à la deuxième grille de lecture. L'échec pour affirmer son caractère. C'est la philosophie vitaliste de Bergson et dialectique d'Hegel qu'on va solliciter. Donc, si nos échecs finalement nous permettent d'être des héros, vraiment vivre la vie, et nos réussites finalement des gens un peu mous, sans volonté, l'échec sert aussi à affirmer sa personnalité, son caractère, s'endurcir. C'est une autre vertu de l'échec. Selon Charles Pépin et son livre Les vertus de l'échec, il cite le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui dit « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Et le parcours du général de Gaulle fait penser à celui d'un président américain. Il a commencé par faire faillite à 31 ans, il a été battu aux législatives à 32, fit encore faillite à 34 ans, a fait le deuil de sa femme morte d'une maladie grave à 35, il a fait une dépression à 36, fut battu aux élections locales à 38 ans, battu aux élections du Congrès à 43 ans, puis à 46 et à 48, battu ensuite aux élections du Sénat à 53, 58. À 60 ans, finalement, Abraham Lincoln devient président des USA. Et ouais. Et c'est à lui qu'on doit l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'est encore aujourd'hui un marqueur de l'histoire. Il y a eu un avant et un après. Et on se dit que il a dû avoir une combativité extrême, une force de caractère telle pour combattre toutes les résistances qu'il y avait à l'époque à l'esclavage en fait. Et justement, on se demande si c'est pas tous ces échecs qui lui ont donné la capacité, le courage, le caractère, l'énergie pour gagner ce combat, le combat contre l'abolition de l'esclavage. Bergson, lui, nous donne un éclairage là-dessus. Dans sa philosophie vitaliste, il montre que la vie est une énergie spirituelle, il dit, qui court à travers le vivant, donc le végétal, l'animal, l'humain. Et en gros, il pense que cette vie renonce des obstacles qu'elle doit trouver en elle. En fait, c'est dans les obstacles, je vais essayer d'être claire, c'est dans les obstacles que la vie, elle trouve en elle des ressources de créativité pour continuer à croître. En gros, la créativité, c'est pour Bergson la vérité profonde de tout être vivant. C'est comme la lierre qui continue de grimper sur la pierre malgré les obstacles qui lui barrent la route. C'est comme si la vie, c'est cette énergie, cet élan. Et nous pouvons l'éprouver d'autant plus qu'elle est contrariée. D'autant plus qu'elle est remise en question par l'échec. Donc plus il y a d'échecs, plus il y a de la créativité. Les échecs sont comme des façons de mesurer sa force de vie en fait. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais certainement, parce qu'on fait tous preuve de créativité à un moment ou à un autre, même ceux qui pensent ne pas être créatifs le sont. La simple façon qu'on a à trouver des petites solutions à des petits obstacles, des petits problèmes de, je sais pas, du quotidien en fait. De se dire, je sais pas, en fait, je voulais faire telle ou telle chose, puis en fait, je peux pas parce que j'ai pas tel diplôme, j'en sais rien. Donc finalement, ce que je vais faire, je vais faire une passerelle, je vais passer tel et tel examen, où ça prendra un peu plus de temps, mais je ferai mon métier pendant 5, 6 ou 7 ans, puis avec l'expérience, j'essaierai de passer le concours. Bref, tous les jours, on essaye, en tout cas, moi j'essaye de
trouver des solutions, d'être créatif chaque fois qu'il y a un obstacle. Et ça, c'est cet élan de vie dont parle Bergson, qui dit que non seulement notre élan vital est plus fort que l'adversité, mais il s'en est nourri en fait. Plus ton élan vital est grand, plus tu as connu l'adversité en fait. Notre élan vital a besoin de l'échec comme nourriture. Sinon, notre volonté s'affaisse, pour recouper avec la pensée de Nietzsche. C'est-à-dire que quand t'as pas d'obstacle, quand t'es dans un faux confort que moi j'appelle, tu remets rien en question parce que voilà, en fait c'est pas, la situation elle est pas assez désagréable pour que tu te rebelles, mais en même temps elle est pas incroyable pour que vraiment tu t'épanouisses. On a besoin d'échouer pour se forger en fait, pour créer. Par contre, contrairement à la philosophie nietzschéenne, qui invite du coup à sortir de la dichotomie réussite-échec, la philosophie de l'échec d'Hegel, elle est dialectique. C'est-à-dire que l'inséparabilité des contraires, donc réussite-échec, amène au dépassement final. C'est lorsque, en gros, je confronte ma conviction à une conviction contraire que j'en prends pleinement conscience. C'est un peu ce qu'on nous apprend en fac de droit. Thèse, antithèse, synthèse. Mais la synthèse, c'est pas juste une synthèse, c'est le dépassement, quoi. C'est-à-dire que si ma réussite est contrariée par un échec, derrière, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un moi qui se surpasse. Je sais pas si vous êtes plus en phase avec la philosophie nietzschéenne ou celle d'Hegel sur cette dichotomie. Faut-il faire de la place à l'échec dans le sens où sans échec, pas de réussite, puisque l'échec est le contraire de la réussite, mais un contraire dont la réussite a besoin, ou est-ce que, comme Nietzsche, il faut considérer qu'il n'y a ni réussite ni échec, que des tentatives? C'est une vraie question. Moi, j'ai envie de penser les deux en même temps. Michael Jordan, qui est donc un des, si ce n'est le joueur de NBA le plus titré de toute l'histoire des US, je le cite, il dit « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi j'ai réussi. » Selon Michael Jordan, donc qui a joué pour les Chicago Bulls, pour les millennials comme moi, j'imagine que vous avez regardé en boucle le VHS de Space Jam. Si tu connais pas ce film-là, faut que tu ailles checker, c'est quand même pépite. Lui, dans ses mots, c'est la théorie hegelienne qu'il choisit. Il a réussi parce qu'il a raté. Il admet volontiers que sa réussite n'est que la conséquence d'une succession d'échecs douloureux. Il sait en fait que avoir manqué les tirs qui auraient fait gagner sa team ont forgé son caractère. Pour citer Charles Pépin dans son livre, du coup, Les vertus de l'échec, lui il dit sans la négation, il ne peut y avoir de force d'affirmation. Donc si tu n'as rien raté, tu ne peux pas t'affirmer en tant qu'individu. T'es comme une feuille blanche, fragile, qui s'envole au moindre souffle. L'échec, lui, te marque. Il laisse une trace. Il te permet de savoir qui tu es, comme dirait Nietzsche. Mais aussi de l'affirmer haut et fort. Tu vois, dire « je suis Loulou Zazou ». Parce que j'ai échoué, je peux te dire que j'ai cette force de caractère. Je sais que j'ai les ressources pour me retourner. Parce que je me le suis déjà prouvé. Moi, je pense que ça a été une sacrée preuve de ma vie de jeune adulte, en fait, qui m'a permis d'affirmer qui j'étais. C'était après ma rupture amoureuse. Ma seule et unique, en réalité, parce que voilà, j'ai eu qu'une vraie relation dans ma vie.
J'avais 28 ans, en fait. J'étais encore étudiante parce que j'avais recommencé mes études à 23 ans. J'avais obtenu un bachelor de neurosciences avant et j'étais paniquée. J'avais peur de me faire chier toute ma vie, toute mon existence dans un labo. Donc j'ai fait des études de droit. Je suis arrivée en France. Et puis à 28 ans, j'allais finir mes études de droit, vraiment. Et dans un mois, en fait. Et puis passer l'examen du barreau. C'était en mois de juin. Le mois de juin, j'étais à Montpellier. Je passais un examen de spécialisation en droit de la concurrence et de la distribution. J'y ai passé un mois à la faculté de Montpellier. Et fin juin, je reçois un texto de rupture. Je n'y crois pas parce que je me dis qu'après 7 ans de relation, on ne quitte pas les gens à distance. On ne profite pas du fait qu'ils soient partis un mois à Montpellier pour aller choper un énième diplôme pour tège les gens, en fait. La violence, quoi. Comme dans toute histoire de merde, oui, c'est exactement ce qui s'est passé, mais ça ne s'arrête pas là. Donc je rentre à Lyon, la discussion est impossible, c'est le froid polaire. Et je viens de Montréal, donc les moins 40, je connais bien, mais j'ai jamais eu aussi froid. Je dois commencer les révisions du barreau, c'était ma 2e tentative, je pouvais pas me rater. Il y avait ce truc de connaître l'erreur, l'échec, et du coup se mettre encore plus la pression que quand c'est la première fois, tu vois. Et vous connaissez déjà la suite, hein. Je l'ai raté, ce barreau. Et je me suis sentie comme une ratée, surtout. Et j'ai raté ce barreau parce que je vivais une crise. Je pensais que c'était qu'une crise de couple, mais c'était en fait une crise existentielle. J'étais encore étudiante, donc j'avais pas de salaire. Lui, il était ingénieur, donc il payait le loyer. Moi, je payais les charges comme je pouvais. J'aidais dès que je pouvais avec les petits boulots que j'avais, etc. Et donc du jour au lendemain, donc 2 mois avant le barreau qui commençait en septembre, je me suis retrouvée à la rue. Sans logement, sans argent. Et puis enfin sans barreau par la suite. Donc là, j'avais tout échoué, n'est-ce pas, hein, enfin, Mais à ce moment-là, j'ai compris que j'avais réussi quelque chose. J'ai réussi... Enfin, là, je vous le dis, en fait, je vous le dis aujourd'hui, peut-être avec le recul, peut-être que même sur le moment, t'as tellement la tête sous l'eau, t'es tellement en mode survival, t'es en mode fight, flight et freeze, quoi, que tu te rends même pas compte de rien. Mais en tout cas, avec le recul, je sais que j'ai réussi quelque chose. J'avais réussi à créer des liens d'amitié profonds. Tu sais, de ces amitiés qui répondent présentes quand vraiment t'as plus rien à leur donner, en fait. En fait, ils sont juste là pour toi et pas pour ce que t'as. Vraiment pour ce que tu es. J'avais 8 paires de clés dans mon sac à main. Je squattais une nuit chez l'un, une nuit chez l'autre. Et ça a duré presque 1 an comme ça. Pendant presque 1 an, j'ai été logée chez un ami gratuitement. Je lui en serai d'ailleurs toujours reconnaissante et redevable. Et voilà, de toute façon, c'est même pas des amis, finalement, ça c'est des gens, c'est ta famille, quoi. Et donc, je rate l'examen et il fallait vite que je trouve quelque chose, hein. Je me retrouve seule, sans argent, sans couple, sans logement. Donc, je fais des babysitting, je fais du service à la clientèle, bref. Le temps de me retourner. Et le soir, je fais des insomnies, j'arrive pas à dormir. Jamais, je dors jamais. Et je me dis, damn. Il y a une pensée, en fait, qui revient en boucle. Je me dis, damn, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai traversé l'Atlantique pour me retrouver là. C'est impossible. Alors, je peux dire que cette pensée, pour forger le caractère, ça forge. Ça m'a endurci. Puis, il y avait les échecs de l'enfance, de tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'était juste ça, c'était la cerise, je pense. Cet échec, ça m'a donné le caractère en fait que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai à me retourner.
puisque c'est ce qui s'est passé, puisqu'au final, j'ai réussi à avoir un job à la hauteur de mes attentes, dans lesquels j'ai des responsabilités que je pensais jamais avoir aussi vite. Enfin, puis aujourd'hui, c'est des chasseurs de tête qui viennent à moi et c'est moi qui refuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai même le caractère aujourd'hui de dire fuck this job, fuck this. Ok, 10 ans d'études, mais je suis pas coincée parce que j'ai fait 10 ans d'études. C'est pas grave en fait. Ça me servira à faire autre chose et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mon podcast. Et je pense que si j'ai réussi à lancer mon podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé ces périodes d'errance et d'échecs et que petit à petit, mon caractère s'est fait, s'est forgé et on se dit en fait, fuck it, tu vois. Donc, l'échec pour affirmer son caractère, que ce soit par Bergson ou par Hegel, il y a une énergie derrière l'échec, comme dirait Bergson, qui nous fait trouver des solutions, redoubler de créativité pour s'en sortir et se retrouver, quoi. Et comme dirait Hegel, la dialectique de l'échec, c'est que, il n'y a pas de réussite sans échec. Et surtout, l'échec nourrit les réussites, en fait. Et inversement. Et donc, mon podcast, pour moi, c'est là où je redouble de créativité. C'est là où je me dis, en fait, il a fallu que je me perde, que je fonce tête baissée dans un métier pour porter, encore une fois, ce déguisement social, comme dirait Nietzsche, et voilà, avoir l'impression d'avoir réussi ma vie sur le papier. Alors que le podcast, c'est vraiment, pour moi, la chance de me réinventer. Là, on part sur une grille de lecture existentialiste, celle de Sartre, qui voit l'échec comme une chance, une opportunité de se réinventer, de réécrire constamment notre histoire. Selon Sartre, l'existence précède l'essence. Et ce qu'il veut dire par là, c'est simplement que nous sommes libres d'exister, libres de nous inventer, de nous rectifier pendant tout le temps de notre existence, au fur et à mesure de notre histoire. Et que si on vit si mal l'échec, c'est parce qu'on croit qu'on est l'échec. Si on se détache, si au lieu de s'identifier à nos échecs, on pensait autrement, ça ferait moins mal. Et si au lieu de penser donc l'échec comme nous sommes des échecs, si on pensait l'échec comme une question que l'échec pose sur notre propre devenir, sur ce qu'on pourrait devenir, elle est là l'essence de la philosophie existentialiste de Sartre. Croire que l'échec peut nous aider à rebondir, à nous réorienter, à nous réinventer, c'est prendre son parti philosophique. Une autre vertu de l'échec, c'est qu'il ne rend pas forcément plus sage, plus humble, plus fort, comme on a pu le démontrer précédemment ou dans l'autre épisode. Mais il y a aussi cette vertu qui nous rend simplement disponibles pour autre chose. C'est parce que Serge Gainsbourg a raté son rêve de devenir peintre qu'il a composé les belles mélodies qu'on lui reconnaît. Prends pour exemple Charles Pépin dans son livre. Pour imager en fait cette philosophie existentialiste, Serge Gainsbourg a traversé une crise. Il a détruit toutes ses toiles parce qu'il n'arrivait pas à les vendre. Il s'est détourné de son rêve de devenir peintre pour se consacrer à cet art mineur à ses yeux qui était la musique, parce que il fallait bien vivre, quoi. Sauf que pour lui, être peintre, c'était le Saint Graal. Donc il se foutait une pression de malade pour être peintre, et il plaçait ça vraiment au-dessus de tout. D'ailleurs, moi je pense que c'est une pression qui l'a sûrement empêché d'avoir du succès, parce que moi je crois vraiment à ce truc-là de quand ta volonté elle est trop crispée, trop tendue, trop écrasante, elle n'ouvre les portes de rien en fait. Moi, je dis souvent, vouloir trop, c'est comme vouloir pas assez. Mais bon, après, ça, c'est ma vision des choses. Peut-être que tu seras pas d'accord, mais vouloir trop, c'est
c'est étouffant en fait. Et c'est parce que pour Serge Gainsbourg, la chanson elle avait pas d'enjeu véritable, qu'il y avait de la place en fait pour une volonté non pas crispée mais relâchée. Un genre de I don't give a shit quoi, enfin let's just play with it, you know. C'est genre ce truc de vas-y, let's go with the flow, on verra bien ce que ça donne. Genre moi et mon podcast. We will see. Mais il y a ce truc de genre, tu sais quoi, je le fais pour m'amuser, c'est ma passion, mais j'ai pas envie de nécessairement... Enfin, c'est pas grave si je réussis pas, quoi. Et parce que il y a eu ce relâchement, ben, il a réussi. Il a pu s'exprimer à travers la chanson et il a pu même exprimer en fait sa douleur de ne pas être peintre. Ce qui fait que en fait, dans ses chansons, on se reconnaît, ça nous touche, tu vois. C'est un peu même, encore une fois, hein, son échec en tant que peintre l'a servi à réussir sa carrière de chanteur, enfin, qu'il avait pas du tout voulu, quoi, en fait. Donc c'est genre double win. L'échec égale 2 wins, genre. Tu trouves ta voix, et en plus, ben, dans ta voix, tu réussis encore mieux parce que t'as échoué et que t'en parles et que ça laisse une trace indélébile en toi et ça fait de toi qui tu es, tu vois. Ça te permet de raconter ton histoire, de toucher chez les autres. Je trouve ça beau, moi. Charles Pépin cite aussi dans son livre, donc Les Vertus de l'échec, un livre, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, d'Eugène Eriguel. Et il cite « C'est au moment où il est enfin parfaitement relâché que le tireur atteint sa cible. Une onde de crispation suffit à le faire échouer. » Alors moi ça, je le vis chaque fois que je danse. Enfin, à chaque fois que je danse pour prouver, je rate. Je me rate complètement, mon corps se rigidifie, je ne danse plus, je pense. Je suis plus dans mon corps, mais dans ma tête. Et ça tourne en boucle. Et les pensées limitantes, elles viennent, elles disent « Hello, t'es une merde. Hello, tu sais pas danser en fait. Hello, tu crois que t'es qui? Hello, c'est gênant. Gênance absolue, comment tu bouges ton corps. En fait, va te cacher. » Je suis dans ma tête. À chaque fois que je dois me confronter à un autre danseur, bah, dans un battle ou quoi, j'en oublie la notion de plaisir. Et donc mes jambes tremblent. Je ne sais plus danser. Vraiment, je ne sais plus danser. Alors que quand je suis, je sais pas, en soirée, je suis chez moi, je suis dans la rue, qu'il y a une musique en fait, dans mes écouteurs qui pop-up, que j'avais pas écouté depuis un moment et qui m'enivre, qui me prend, me traverse, bah mon corps bouge tout seul. Il danse comme... Je ne savais même pas moi-même qu'il pouvait danser. Et ces moments sont tellement incroyables. Et c'est là où je me dis, putain, mais... Volonté relâchée. Arrêtez de crisper comme ça tout le temps. Il faut, tu dois, réussir. Et j'en reviens à mon premier épisode et l'éducation nationale française. Il faut tout réussir, tout fast track. Vraiment vite, être sur les bons rails, pas s'échouer, pas se louper. Parce que sinon, c'est terminé, quoi. End of the road. L'échec, c'est pas un cul-de-sac. Il n'y a aucune impasse, en fait. L'échec, c'est un carrefour. Et il sert à nous rediriger, à prendre une autre route, à se réinventer, comme dirait Sartre. Donc, être existentialiste, c'est valoriser l'échec comme une ouverture du champ des possibles. Échouer beaucoup pour exister davantage. Plus t'échoues, plus t'es vivant. C'est ne pas s'enfermer dans une réussite et en faire une étiquette de ce que nous sommes pour le restant de nos jours. Médecin, prof, trader, whatever it is, you know. On s'enferme dans ces étiquettes. Et c'est nous, en fait. On est notre métier. On est nos diplômes. On est tout ça. Enfin, il n'y a pas d'autre option. Don't trust tes succès parce que je pense que avant même de redouter l'échec, il faut redouter que le succès dans une voie ne nous enferme dans cette voie.
et nous conduisent à vivre toute notre vie sans savoir qui on est vraiment. Pour moi, c'est ça la tragédie. J'avais encore plein de choses à vous dire, plein de grilles de lecture. Je vous ai pas parlé de Lacan et de sa lecture psychanalytique de l'échec, du Lao Tzu sur comment apprendre à oser, sur reprendre les risques, etc. Donc, je pense que la mini-série va continuer, enfin, sauf si ça vous saoule. Mais je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter en vous parlant de musique, parce que la musique me touche sur tellement d'aspects et que pour me connaître, il faut connaître ce que j'écoute, les musiques qui m'ont marqué dans ma vie, etc. Je crois que c'est mon passage préféré du livre de Charles Pépin. C'est un passage qui m'a donné des frissons pour tant aimer l'artiste. Je cite: « Lorsque ces musiciens avaient peur de faire mal, Miles Davis entrait parfois dans des colères froides. Il leur rappelait de sa voix grave qu'il n'y a pas de pire erreur que de vouloir n'en commettre aucune. C'est en se trompant qu'il a sans cesse réinventé sa musique. Il n'existe pas de fausses notes dans l'absolu, selon lui. Le jazzman a la liberté d'en faire une belle dissonance, de réinsérer cette fausse note dans le mouvement général du morceau, dans l'histoire qu'il raconte, dans le rythme de la musique. » Donc, je pose cette question, et si notre existence était comme un morceau de jazz? Il y a une chanteuse de soul que j'aime bien, Joss Stone, parce que j'adore le jazz, la musique, la soul, le disco, la funk, le hip-hop, le R&B, bref, voilà. Et elle dit dans sa chanson Right to be Wrong, issue de son album Mind, Body and Soul, « I have a right to be wrong, to write my own song. » Et donc, octroyons-nous aussi le droit de nous tromper pour pouvoir écrire notre propre chanson de jazz imparfaitement parfaite. Si jamais t'as aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de le partager. Parce que j'y mets du temps, des recherches, de l'âme, du cœur surtout. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux, en story, à en parler autour de toi, à tes proches. C'est ce qui peut m'aider à continuer et à faire encore mieux. J'espère que cet épisode t'a donné certaines clés philosophiques pour mieux accepter tes échecs et pour redouter un peu plus tes succès quand même. Et puis je vous dis à la semaine pro. J'ai encore trop de choses à vous dire sur l'échec en fait, et sur la prise de risque, sur Aristote, encore sur Bergson. J'ai pas mal de choses encore qui étaient prêtes, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Until then, take it easy guys, et see you on the other side. Ciao.